Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, 50 millions de francs CFA, c'est le montant cotisé par les membres de la communauté des cadres des filles et fils de la ville de Ouidah. Ils ont remis le chèque au chef de l'État pour l'accompagner dans le paiement de la caution pour l'élection présidentielle. Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, a été porté à la tête de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale qui a réuni les 8 présidents de la zone 3. Et puis au Royaume-Uni, les Londoniens sont soumis à une opération de dépistage du variant du coronavirus. En Allemagne, par contre, la chancelière Angela Merkel défend le démarrage plus lent de la vaccination. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part pour Ouidah. 50 millions de francs CFA, c'est le montant cotisé par les membres de la communauté des cadres des filles et fils de la ville de Ouidah. Ils ont remis le chèque au chef de l'État pour l'accompagner dans le paiement de la caution pour l'élection présidentielle. La cérémonie de remise de chèque a eu lieu mardi. Les précisions de Jérôme Mongbo et Jean Nobimé. La communauté des filles et fils, cadres et faiseurs d'opinion de Ouidah accompagne Patrice Talon dans sa course pour la candidature à l'élection d'avril prochain. Par ce chèque de 50 millions de francs CFA, elle vient témoigner toute sa satisfaction des œuvres accomplies durant le quinquennat et son souhait de le voir rempilé. Le dépôt de candidature, c'est entre le 1er et le 4. Nous espérons que ce chèque que nous allons vous remettre aujourd'hui servira à déposer effectivement la candidature. Mais au-delà de ça, nous savons que le chèque ce n'est qu'un symbole, mais nous avons également envie de vous exprimer un certain nombre de choses qui constituent notre engagement à vos côtés. Vos frères de Ouidah renouvellent par ma voix leur engagement à vos côtés pour cette si belle dynamique insufflée et qui propulse résolument le développement de notre nation, le Bénin. Très heureux, content et satisfaits de vos œuvres, nous sommes et restons mobilisés pour savoir vous accompagner tout le temps. C'est bien pour cela que, sous le vocable « Ensemble, finissons le job », nous nous sommes réunis le 15 août dernier pour vous lancer cet appel auquel vous avez répondu favorablement. Nous vous remercions pour tous les sacrifices consentis. 5 années vous ont suffi pour donner la preuve que notre peuple peut aspirer à la grandeur. Vous avez retourné à ce peuple sa dignité, vous avez restitué à la jeunesse l'espoir. Vous êtes le président de la jeunesse. Et je sais personnellement combien ça vous préoccupe de savoir si la jeunesse a une juste perception de votre action. Parce qu'on ne le dit pas assez, la jeunesse de ce pays est en réalité la vraie bénéficiaire de votre gouvernance. Cette caution sonne aux yeux de Patrice Talon comme une invite à mieux faire s'il continuait aux plus hautes fonctions de la nation. Je suis fier d'être votre fils. Vous savez combien je suis fier d'être votre frère. Vous savez combien je suis fier d'appartenir à cette communauté et combien je voudrais
tout faire, donner le meilleur de moi-même pour mériter votre confiance, pour mériter votre fierté à mon égard. Cette démarche, au-delà de la valeur matérielle qu'elle comporte, est également pour moi le signe de la fierté, de la confiance, mais surtout la manifestation de votre exigence d'une sortie honorable à la fin. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction mutuelle et d'échanges conviviaux. La jeunesse du parti Union progressiste dans le département du Zou sensibilise depuis quelques jours les populations de la commune de Kovey au sujet des réalisations du gouvernement. C'est à travers une projection qui a eu lieu en présence du ministre en charge de la Défense nationale, Théodore Gandjeko et Dor Castito. Nous voici à la centrale thermique dual fuel de Maria-Gleta 2. Les secteurs de l'eau, de l'énergie, des infrastructures routières dans le département du Zou ont connu des améliorations considérables dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Cette projection foraine, initiée par la jeunesse progressiste dans la commune de Kovey, présente de long en large les nombreux chantiers réalisés. Nous constituons le relais du gouvernement pour aller expliquer aux populations ce que le chef de l'État et son gouvernement ont fait pendant les 5 ans qui sont en train de finir. Pendant ces 4 week-ends d'audience foraine de projection du compilé des réalisations du gouvernement du Patrice Talon, nous nous sommes rendus compte de ce que les populations sont en phase avec les options de développement du chef de l'État, Patrice Talon. Nous retenons quand même que tous les recoins du pays ont été pris en compte dans les réalisations. Chacun dans la spécificité de ce qui était le retard de son développement. Les populations des 9 communes du département du Zou sont désormais au même niveau d'information. Les nombreuses réalisations du gouvernement de la rupture forcent l'admiration. Les grands piliers de la macroéconomie ont été rétablis. Désormais, ce pays-là sera autosuffisant en production d'énergie. Le réseau routier s'est densifié et c'est une route d'une qualité vraiment à toute épreuve. L'eau, c'est la vie. Qui apporte l'eau, apporte la vie, apporte le bien-être et apporte la santé. La troisième chose, c'est le développement du numérique qui permet d'insuffler un développement endogène. La jeunesse progressiste du Zou ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Des projections foraines sont prévues dans tous les arrondissements que compte le département. Qui produit 127 MW. Et puis cette installation à Glazoué des coordinations d'arrondissement du mouvement associatif Lien National, plusieurs missions leur sont assignées, dont celles liées à la sensibilisation des populations sur l'implication des jeunes citoyens dans les élections. Théodore Gandjeko et Dor Castito. Ils sont 250 au total, dont la principale mission est de coordonner les activités du mouvement associatif au sein des 10 arrondissements de la commune de Glazoué. Le mouvement Lien National, en plus de l'objectif du bureau ou du parti sur le plan national, s'est donné comme mission dans la commune de Glazoué de penser les plaies, de réunifier les frères et sœurs afin que l'objectif du Lien National soit atteint. Des objectifs spécifiques liés à la présidentielle du 11 avril prochain. Mes chers frères et sœurs qui viennent d'être installés dans les bureaux d'arrondissement, vous savez, vous avez la tâche lourde parce que c'est vous qui allez identifier les gens qui font le gros travail à la base. Parce que le travail même se fera dans les bases et les cellules. Je vous invite à identifier les éléments sur qui vous comptez pour faire le travail. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire, ce n'est pas parce que nous sommes membres du Lien National qu'on a quitté nos partis politiques. Le mouvement Lien National
prône la paix et le développement durable. Il est donc engagé pour la continuité du gouvernement de la rupture. On part pour la mairie de Cotonou. Présentation de Nouvel An. La mairie de Cotonou, c'est une initiative du conseil communal. Occasion pour le maire de la ville de dévoiler son plan stratégique quinquennal pour le développement de Cotonou. Rebecca Kenjaoudé. 12 axes prioritaires pour redorer l'image de Cotonou et faire de la ville l'une des capitales les plus rayonnantes, dynamiques et sécurisées de l'Afrique de l'Ouest. Luc Setonji Atrokpo dresse un ambitieux plan stratégique de développement. En face, des membres du gouvernement, ambassadeurs, maires, élus municipaux, préfets, députés, partenaires financiers et techniques. Un programme d'amélioration de la mobilisation des ressources propres, un programme d'assainissement des ressources financières et d'amélioration de la qualité des dépenses, un programme d'embellissement de Cotonou à travers un projet de lutte contre l'affichage sauvage, un programme d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base à travers un projet d'appui à l'éducation des écoliers et élèves, un programme de réalisation d'infrastructures stratégiques à travers un projet de construction des points de recharge pour les voitures électriques, la construction des toilettes publiques. Un programme d'amélioration de la mobilité urbaine à travers un projet de modification du plan de circulation, un programme de dynamisation de l'administration municipale en vue de sa dématérialisation, un programme de promotion de l'entrepreneuriat à travers le projet de l'animation saisonnière du marché des créateurs et des start-up de Cotonou, le soutien aux entreprises dans leurs démarches pour rencontrer des clients potentiels sur la scène nationale et internationale, la participation de la ville de Cotonou et d'acteurs clés de son économie aux événements internationaux à Cotonou et à l'étranger, l'accompagnement des start-up. À tout ceci s'ajoute un programme sport, art, culture, un programme de renforcement des capacités de la police municipale pour la sécurité et la sûreté de la ville, un programme de participation citoyenne à travers des appels à projets en direction des communautés. Puis, un programme de mise en place des outils de communication, tant à l'interne qu'à l'externe de la mairie, pour informer et susciter l'adhésion citoyenne. Une ambition assortie de feuilles de route. Nous aurons besoin de discuter et d'harmoniser les points de vue et les démarches relatives au plan stratégique, surtout dans le domaine des compétences partagées, avec des ministres sectoriels du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, que nous ne remercierons jamais assez pour les nombreux projets d'envergure qu'il consacre à la ville de Cotonou. Le dernier en date, et dont les travaux vont démarrer très bientôt, c'est l'échangeur de Védocor, évalué à 18 milliards mobilisés grâce à la coopération bénino-japonaise. Le projet est déjà en cours de finalisation. À terme, il sera approfondi entre les différents acteurs impliqués afin de mobiliser les ressources nécessaires pour sa concrétisation. Autre actualité dans ce 13h, faire de la pratique des mathématiques pures un réel succès et au service de l'innovation scientifique. C'est l'objectif qui a réuni du 18 au 30 janvier 2021 à l'IMSP d'Angbo des doctorants en mathématiques, mais aussi des experts. Il s'agit de l'école de mathématiques africaine, géométrique de l'information et analyse. Les acteurs sont venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Firmin Bassao, Théodore Gandjeko. Des étudiants en master, mais aussi des doctorants en mathématiques venus de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine pour recevoir des enseignements en matière de géométrie, de l'information et analyse stochastique. L'école est organisée et financée par le Centre de mathématiques pures et applications en partenariat avec d'autres écoles. La détermination de tous avait fait preuve, tout en prenant une part active aux enseignements que vous venez de recevoir en matière de géométrie, de l'information et analyse stochastique, démontre votre degré d'engagement à servir par vos apports scientifiques futurs l'avancée de la recherche. Et qui dit recherche ou science parle forcément de développement d'un pays.
De cette école qui a pris fin après 2 semaines d'intenses travaux, sont attendues des avancées et innovations mathématiques, mais aussi de nouvelles découvertes scientifiques. Depuis que j'ai commencé ma thèse à l'IMSP, mon co-encadreur, c'est-à-dire le directeur de l'école, professeur Carlos Ogoyanju, a toujours voulu que j'applique la géométrie de l'information à l'analyse stochastique. Mais j'ai toujours hésité, mais à travers l'école, j'ai été convaincue. Et effectivement, je pense qu'après ma thèse, je vais me lancer dans la géométrie de l'information appliquée à l'analyse stochastique. La géométrie de l'information. Et je compte bientôt vraiment me lancer dans ce domaine. En gros, nous avons fait 7 cours dans l'EMA et ça nous a beaucoup permis d'acquérir de nouvelles connaissances en géométrie de l'information. Aussi, je profite de dire que c'est la première fois que je suis venu aussi au Bénin, aussi, un pays que j'aime beaucoup. Les travaux de l'école ont pris fin et les regards sont désormais tournés vers ces nouveaux aspirants pour d'autres innovations et découvertes scientifiques. Et on va à cette célébration à Abomey de la première édition de la fête identitaire de la famille Béhanzin. Les filles et fils descendants du roi Béhanzin commémorent le 127e anniversaire de son décès, donc, qui fait de lui et par la même occasion un héros national. Plus de détails avec Théodore Gandjeko et Dorcas Tito. Béhanzin est ainsi invité pour participer officiellement. Une messe d'action de grâce en mémoire du roi Alexandre Béhanzin. Ce héros national du royaume du Dahomey, Abomey, né en 1845 et décédé en 1906 à Alger. Les filles et fils descendants du roi Béhanzin lui rendent ainsi un vibrant hommage pour sa bravoure et son courage. Ce jour, il a demandé à rencontrer le général afin de pouvoir aller rencontrer en personne le président français. Et pour cause, il n'a pas voulu céder un iota du territoire de Dahomey. Et convaincu qu'il reviendra tout puissant, il est parti, il s'est rendu corps et âme pour sauver la terre du Dahomey. C'est un honneur pour nous, une fierté pour tous les Dahomevis, les Badjavi en général et plus particulièrement les descendants du roi Béhanzin. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui. Une célébration en hommage au roi Béhanzin, mais aussi à l'endroit de son fils Wanilo, exilé avec son géniteur. En ce jour solennel, le devoir nous échoit de rendre un honneur officiel à son fils, Arini Wanilo Béhanzin, ce jeune prince d'à peine 8 ans qui a souffert des affres de la guerre, du maquis et de l'exil pour devenir enfin le premier avocat noir de notre continent. Fils du roi Dadaglele Kinikini, le roi Béhanzin était d'abord connu sous le nom d'Achoponu, puis de Prince Kondo à partir de 1875. Il est traditionnellement reconnu comme le 12e roi d'Abomey, en ne tenant pas compte du règne du roi Adandozan. Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volleyball, a été porté à la tête de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball samedi dernier par ses pairs. La diplomatie du sport béninoise se montre une nouvelle fois offensive. Regardez. J'ai l'impression de satisfaction, de fierté pour le Béninois que je suis. C'est une élection, c'est le président des zones de 8 pays de la zone de la Confédération africaine de volleyball qui se sont réunis et ont porté leur choix sur ma modeste personne pour diriger cette institution-là pour les 4 prochaines années. Dieu ne faisant rien au hasard, la première activité que je dois couvrir avec cette casquette-là, c'est à Djougou, donc chez moi. Donc, je voudrais bien rendre grâce à Dieu et dédier cette reconnaissance-là à tous les acteurs de volleyball du Bénin, parce que sans eux, je ne pouvais pas être à cette position-là.
Donc, des félicitations à tous les Béninois. Et une fois encore, le Bénin se retrouve révélé. Et je crois qu'ensemble, nous devons pouvoir relever les grands défis que nous impose cette position-là au niveau de la Confédération africaine de volleyball. La présidente de la Confédération qui a dirigé l'élection a justement emboîté mes pas pour souhaiter que ce mandat soit un mandat de réédification. Parce que nous avons connu quelques moments de turbulence au niveau de la zone pendant les élections à la Confédération africaine de volleyball en octobre dernier. Et c'est justement pour ça que les uns et les autres ont souhaité que je prenne la tête pour être celui-là qui puisse fédérer tous les ardeurs, celui-là qui puisse fédérer les uns et les autres pour que d'ici quelques jours, quelques mois, 2020 ayant été perdu, que nous puissions retrouver toutes les activités que nous faisions au niveau de la zone 3 parce que je ne vous le cache pas, il y a 4-5 ans, la zone 3 était la zone la mieux organisée, la zone la plus active de la Confédération africaine de volleyball. Les premiers défis, c'est d'abord ça, réunir tout le monde autour de la table pour que les acteurs puissent continuer par se retrouver afin que de notre position de la zone 3, nous puissions relever le niveau du volleyball africain. Autre information hors de nos frontières au Royaume-Uni, les Londoniens sont soumis à une opération de dépistage du variant du coronavirus. Et puis en Allemagne, la chancelière Angela Merkel défend le démarrage plus lent de la vaccination. Suivez. Au Royaume-Uni, des habitants du quartier londonien de West Ealing sont dépistés pour le variant du coronavirus apparu en Afrique du Sud. Au total, l'opération dépistage massif a été lancée dans 8 zones de l'Angleterre après la découverte de 11 cas de variant. Depuis la détection des premiers cas de ce variant au Royaume-Uni en fin décembre, le gouvernement a interdit toutes les liaisons aériennes directes depuis l'Afrique du Sud et a fermé ses frontières aux arrivées en provenance d'une trentaine de pays jugés à risque. À ces restrictions doit s'ajouter prochainement l'instauration d'une quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs en provenance de ces pays à qui l'entrée sur le territoire britannique ne pourrait être refusée, notamment pour les résidents britanniques. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a défendu ce lundi le démarrage plus lent qu'ailleurs de la campagne de vaccination contre le Covid dans l'Union européenne, alors que les critiques fusent contre Bruxelles, mais aussi son propre gouvernement. La chancelière allemande a dans le même temps réaffirmé que tous les Allemands adultes, soit 73 millions de personnes, se verraient proposer une vaccination d'ici la fin de l'été. L'Union européenne a négocié pendant très longtemps sur la question de la responsabilité. Les chiffres seront donnés par le ministère de la Santé. On peut dire que notre promesse de pouvoir offrir un vaccin à chaque citoyen d'ici la fin du 3e trimestre, donc d'ici la fin de l'été, tient toujours. En Argentine, le stade de River Plate à Buenos Aires a été transformé en centre de vaccination contre le Covid. Du personnel médical privé reçoit la première injection du vaccin russe Sputnik. La police russe arrête des partisans d'Alexei Navalny qui demandent sa libération alors que l'opposant au Kremlin se défend devant la justice d'avoir violé un contrôle judiciaire. Poutine est un voleur et un meurtrier et je veux que Navalny soit libre. D'abord, ils ont tenté de l'empoisonner, maintenant ils veulent le mettre en prison. Ce n'est pas juste de détenir une personne illégalement. Je ne veux pas que cela continue de se produire dans mon pays. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à cela, donc je suis venu ici pour apporter mon soutien. Interrogé sur la situation de l'opposant russe Alexei Navalny lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian faisait le constat d'une dérive inquiétante de la part de Moscou et réclame sa libération immédiate. Les arrestations arbitraires, collectives, préventives, qui ont été mises en œuvre le week-end dernier et le week-end d'avant en Russie sont parfaitement inacceptables. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous faisons le constat, mais vous venez de le faire, d'une dérive autoritaire inquiétante de la Russie. Et c'est aussi le constat que nous faisons s'agissant de l'arrestation arbitraire
de M. Navalny en janvier dernier qui a suscité la mobilisation de la population russe que vous évoquez. Nous demandons sa libération immédiate. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.